Listen. Bonjour et bienvenue à cette conférence intitulée Surcapacité ou agilité, quel modèle de résilience choisir. Alors c'est presque un sujet de philo, puisqu'il s'agit de faire des choix dans une mer d'incertitudes. En tout cas, on n'a pas 3 heures, on a 45 minutes. Et pour en parler, je suis avec Aurélien Rouquet, enseignant-chercheur, professeur de logistique et supply chain management à Neoma Business School. Bonjour. Antoine Robichet, directeur de projet fret et logistique à la DGITM, autrement appelée la Direction générale des infrastructures, des transports et des mobilités. C'est exact. Très bien. Et Jean-Pascal Chichmanian, associé du cabinet Sitwell, en charge des sujets de résilience et de gestion de crise. Exact également. Bonjour à tous. Bienvenue à tous les trois. Alors déjà, pour être certain qu'on parle tous de la même chose, qu'est-ce que la résilience et en particulier, qu'est-ce que la résilience dans le monde de la logistique ? Qui, pour se lancer et définir un petit peu le sujet ? Oui, moi, je peux. En tout cas, j'ai un de mes clients qui me disait que être résilient, c'est être capable de survivre à quelque chose qui aurait pu nous anéantir. Donc ça, c'est une définition un peu dramatique du sujet. Mais moi, j'aime bien dire effectivement que c'est être résilient, c'est être capable en tout cas de passer des vagues difficiles, soit une très grosse, soit une succession de plus raisonnables. Donc voilà, être capable de maintenir son activité malgré les perturbations comme celle-ci. Malgré les chocs. Aurélien, en tant que professeur, vous devez avoir une définition, c'est obligatoire. Oui, mais enfin, elle va rejoindre celle qui vient d'être donnée, donc je n'ai pas forcément des choses à ajouter. Peut-être que ce qu'on peut distinguer, c'est les cas où un événement conduit à une rupture réelle dans la supply chain, et dans ce cas-là, effectivement, il va falloir la reconstituer. Et puis des cas où il y a des événements qui arrivent et où, de fait, la supply chain elle va les absorber sans qu'il y ait d'impact. Et donc ça, c'est quand même deux situations différentes. On préfère la deuxième, mais il faut aussi se préparer à la première. Antoine ? Peut-être pour illustrer un peu tout ça, moi j'ai fait l'exercice d'aller chercher différentes crises. On dit qu'aujourd'hui c'est devenu très récurrent et en tout cas les crises, il y en a beaucoup et surtout elles sont de tout type différents. Alors en 2018, le Rhin a été asséché, 134 jours sans circulation sur le Rhin. Ensuite, en 2021, on a un typhon en Malaisie. Le port de Kelang est complètement off pendant une dizaine de jours. C'est le hub de CMA CGM en Asie. 2024, sécheresse au canal de Panama, un tiers de trafic en moins sur un des axes majeurs du trafic maritime. Et après, de manière plus locale, la RN 134 qui traverse les Pyrénées, pendant plus d'un mois, elle est bloquée. On a estimé, c'est un surcoût de 1,66 million d'euros pour la filière agricole. Juste une route. Et donc en fait aujourd'hui, c'est devenu une norme. C'est plus un événement. On sait que des événements vont arriver. Et donc la résilience, c'est surtout se préparer à absorber des chocs qui vont arriver. On le sait, mais comment on arrive à se préparer ? C'est ça la question. Et qui arrivent de plus en plus nombreux et de plus en plus rapidement. Et surtout extrêmement divers. C'est ça qui, je pense, c'est le point important. Et du coup, quels sont les différents modèles de résilience qu'on peut mettre en place ? Parce que voilà, c'est une obligation. Ouais. On sait que le risque va se réaliser. Oui, Lequel ? oui. Alors exactement. Donc, en fait, c'est un vrai sujet d'identifier les risques, de les qualifier. Alors la classique pour qualifier des risques, c'est quel est l'impact que ce risque peut me générer et la probabilité, on l'évoquait à l'instant, que ce risque arrive. Bon, voilà. Quand vous faites le croisement des deux, vous pouvez avoir des risques très probables et à fort impact qu'il faut absolument anticiper, dérisquer, mitiguer, on dit mitigation en anglais. Donc voilà, donc ça c'est le premier sujet, c'est d'avoir identifié les risques. Et puis une des difficultés, je pense, de nos jours, c'est d'imaginer ou en tout cas de préparer sa supply chain à des risques qui ne sont pas toujours identifiés. On en parlait à l'instant, des situations soit environnementales, soit de perturbation d'un fournisseur, etc. À quel point je pouvais imaginer que ça aurait ces conséquences-là, et j'imaginerais tout ça. On parle à peine des sujets du moment. La guerre dans le Moyen-Orient, c'est quand même des choses qui n'étaient pas super évidentes à imaginer, en tout cas à ce point-là. Donc, et comment je fais en sorte que ma supply chain elle soit moins dépendante, moins impactée
par ces sujets. Et donc là, du coup, on met en place en général des identifications de points de découplage, de situations où je vais pouvoir avoir des scénarios alternatifs pour pouvoir être plus résilient. Donc ça, c'est en tout cas en général comme ça qu'on travaille pour traiter ça. Et du coup, c'est la question qui se pose quand on construit son modèle de résilience. Est-ce qu'on est dans cette question surcapacité ou suragilité? D'ailleurs, on aurait pu mettre le sur l'autre partie, parce que sinon il y a un jugement. Est-ce qu'il faut faire ce choix, effectivement, entre la surcapacité et la suragilité pour résister au choc? Je me retourne vers vous. Alors, je pense que ce qu'on vient de dire, c'est que le contexte a quand même changé. Si on fait... je vais faire le professeur un peu l'historique des modèles en supply chain, mais on parlait effectivement de modèles lean, de juste à temps, qui sont des modèles qui sont développés dans un contexte donné. Le juste à temps, c'est Toyota, c'est les années 1950-1960, dans un contexte, le Japon, où on a une pénurie d'hommes suite à la Seconde Guerre mondiale, une pénurie de matière, et où il faut gagner de l'argent en vendant une variété de véhicules. Et donc on fait du juste à temps, et on est quand même dans un contexte qui est très stable en termes de demande globale, quoi. Voilà. Et donc ça marche, c'est très bien. Et puis, ce qu'on a vu au fil des années, c'est des incertitudes qui vont d'abord porter sur la demande. C'est là-dessus qu'on a commencé à avoir des incertitudes, avec des questions d'imprévisibilité, de diversité, etc. Et c'est ça qui a poussé à vouloir plus d'agilité. Aujourd'hui, les imprévisions, elles sont sur la demande. Elles sont bien sûr au niveau de la supply des fournisseurs, parce que tout peut arriver, la guerre en Ukraine, l'Iran, le canal de Suez, on pourrait multiplier les exemples. Et puis elles sont aussi sur la production, puisque là aussi, tout peut arriver, des grèves, des événements climatiques, etc. Donc aujourd'hui, je dirais que le contexte mondial fait que voilà, cette question de développer de l'agilité, de développer des modèles résilients qui sont capables de s'adapter, elle devient quand même beaucoup plus importante qu'elle ne l'était auparavant. Mais bien sûr, ça pose la question des coûts de ces modèles parce que on est dans une économie donnée avec aussi des crises de ce point de vue-là. Et donc c'est cette capacité à mettre en place des supply chains qui soient à la fois agiles mais pas trop coûteuses qui devient fondamentale. Antoine, au sein de la DGITM, il y a un guide qui aide à choisir aussi. Alors, le guide va sortir dans les prochains jours. Il n'est pas encore sorti, mais... C'est une avant-première. Avant-première, du coup, effectivement, on travaille à ce sujet-là. Comme Aurélien l'a exprimé, aujourd'hui, on a un moment où il faut peut-être se réinterroger sur les chaînes logistiques qui ont été bâties et se re-questionner sur le modèle qu'on a à un moment construit. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout jeter à la poubelle, loin de là, mais peut-être se re-questionner sur aujourd'hui, est-ce qu'avoir un peu plus de stockage, c'est un peu plus cher, mais en fait, combien ça coûte s'il y a une rupture dans la chaîne d'approvisionnement? Pas avoir de stockage en sortie, combien ça coûte si jamais on peut pas sortir si on bloque l'usine parce qu'on peut pas sortir les produits manufacturés. Et donc du coup, ce qu'on a observé, c'est qu'il y a une très très forte hétérogénéité sur ce sujet-là au sein des entreprises. Il y a des entreprises qui sont très en avance, d'autres qui aujourd'hui ne mesurent pas forcément l'impact que peut avoir des crises. Et donc effectivement, on a construit un guide pour accompagner les entreprises pour qu'elles puissent mesurer finalement l'impact d'une crise. Et ça commence tout simplement par identifier ces flux, les croiser avec les risques actuels, mais également les risques futurs. Ce qui a été dit par Jean-Pascal juste avant, c'est vraiment venir faire ce travail de cartographie et puis aussi mesurer le coût. Parce que finalement, les gens se disent « oui, on a eu une crise il y a 2 ans », mais ils ne vont pas forcément chiffrer combien ça leur a coûté exactement. Et quand on leur a dit « ça vous a coûté 2 millions d'euros et que faire un peu plus de stockage, c'est 500 000 euros de plus », et finalement, l'impact financier est plutôt intéressant à venir changer. Mais pour ça, ça demande de prendre le temps de se poser. Et le point qui est aussi très important, c'est que dans les cours de supply chain, pour ceux qui ont eu ça, on avait vraiment des méthodes de quels sont les flux principaux. Et aujourd'hui, finalement, il n'y a plus trop le flux principal et les flux secondaires. En fait, quand il y a une pièce qui manque dans la chaîne, elle est manquante. Il y a beaucoup d'exemples. Alors, je pense que l'exemple qui est le plus connu, c'est le Nutella où il manquait l'opercule en plastique. Et du coup, la chaîne était bloquée. Et ce n'était pas un élément principal. Mais quand ça a bloqué et qu'on n'a pas pu vendre le Nutella à cause d'un petit bouchon en plastique, ça a questionné finalement ces modèles qui étaient avant. Donc tout est critique. Comment on détermine justement le niveau de risque acceptable qui fait qu'on va faire un choix de stock ou de juste à temps
Comment on le détermine et est-ce que c'est qu'un seul type de risque? Est-ce que c'est uniquement économique? Est-ce qu'on mesure uniquement le coût de la réalisation du risque? Ou est-ce qu'il y a d'autres... Il peut y avoir des risques réputationnels, hein, typiquement, juste pour aller sur le sujet des coûts. Il y a des risques réputationnels. Tomber en rupture d'un médicament, c'est pas parfois pas toujours un problème uniquement de chiffre d'affaires, mais aussi un impact pour les patients, la réputation du laboratoire, etc. Donc ça, c'est très... Il faut regarder l'ensemble des sujets, effectivement. Alors, c'est intéressant parce que chaque entreprise va mettre une valeur sur ces différents impacts d'un problème dans sa supply chain et dans sa logistique. Donc il y a des gens qui vont mettre un impact très important sur le niveau de service ou typiquement sur la santé des patients, etc. Donc ça, c'est très impactant. Puis d'autres qui, au contraire, vont plutôt avoir une logique d'économie et d'optimisation financière, et donc vont baisser leur ambition de service et vont accepter d'être moins haute au niveau de service et d'avoir potentiellement des ruptures, etc. Parce que c'est clair, comme le disaient à l'instant Aurélien et Antoine, il y a un impact financier. Ça coûte de se préparer et d'être plus résilient. Ça coûte soit en stock, soit en agilité, mais dans tous les cas, ça coûte. Il ne faut pas le négliger. Il faut être capable d'en parler avec les dirigeants de l'entreprise pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Là, la façon dont est posé le sujet sur capacité ou sur agilité, on a l'impression que le seul sujet, c'est le stock, mais en fait, les flux ont leur importance aussi. De toute façon, il y a une interdépendance. Et là, la même chose, quels sont les types de risques? Enfin, en tout cas, le stockage n'est pas le seul levier de résilience. On peut aussi travailler sur les flux. Vous confirmez? Oui, tout à fait. Enfin, c'est sûr que c'est un aspect des choses, mais si on veut développer de l'agilité, développer de la résilience, il faut jouer sur, entre guillemets, différents types de buffers voilà, pour faire face aux aléas. Et le buffer, ça peut être le stock, mais ça peut être aussi, plutôt que du stock, des capacités qu'on a identifiées, qu'on est capable d'activer rapidement. Moi, il y avait un bon exemple qui m'avait été enseigné par Jacques Collin, qui avait travaillé sur la marine marchande française au XVIIIe siècle, qui avait bien sûr des difficultés à combattre la marine anglaise, parce que les Anglais avaient une marine plus puissante, parce qu'ils n'avaient pas de fort à développer, contrairement à la marine française. Et ce que faisait la marine française pour être capable, en cas de guerre, de très rapidement avoir des navires, c'est d'avoir une forte standardisation de ces navires qui étaient construits dans les arsenaux, et des marges très intéressantes d'aller identifier en amont des arbres qui pouvaient, en fonction de la forme des arbres, faire des parties des navires. Et donc, on était capable très rapidement de monter en cadence et du coup de pouvoir faire face à ce type d'aléas, etc. Donc, l'enjeu, c'est du stock, mais c'est aussi des capacités qu'on peut activer. C'est d'autres exemples, hein, de la diversité auprès de fournisseurs, de la multiplicité des lieux de stockage. Parce que si vous avez beaucoup de stock, mais que tout est en entrepôt et que il y a une tempête qui casse votre entrepôt, là, vous êtes bien embêté. Donc, c'est vraiment décliner une multiplicité de mesures à l'échelle de toute la supply chain. Jean-Pascal, vous vouliez compléter peut-être? Oui, en tout cas, c'est intéressant pour prendre le dernier exemple sur la localisation d'un stock. Un même stock centralisé sur un entrepôt en France ou réparti dans plusieurs régions, il n'a pas du tout le même impact. C'est-à-dire que si on a un souci en local, on va avoir du stock en local pour pouvoir résoudre très vite. Donc c'est le même principe que quand on veut éteindre un incendie, on a un extincteur très proche, on peut éteindre très vite un feu qui se déclare. Donc ça, c'est la répartition du stock sur le territoire. Pour un même montant, on va avoir une incidence différente. Et puis ensuite, malheureusement, on le voit avec le sujet du pétrole en ce moment, les stocks stratégiques, on a beau en avoir constitué, les avoir bien répartis, ça ne suffit pas lorsque la crise dure. Voilà. Et donc, il faut avoir d'autres leviers. Alors, pour le pétrole, c'est un sujet, mais si l'entreprise peut avoir une capacité de production elle-même ou réactiver ou renforcer des productions plus locales et plus agiles, ça, c'est un vrai levier. Donc, en fait, les leviers de surcapacité et d'agilité, moi, j'aime bien les combiner. C'est-à-dire la surcapacité ou le stock, il permet d'éteindre des petites choses rapidement s'ils sont bien localisés. Et l'agilité de produire ou d'avoir d'autres sources, elle permet en général de prendre le relais et d'avoir une deuxième étape lorsque la crise se prolonge. Voilà.
Antoine, par rapport au flux, je suis obligée de vous poser la question, parce que dans DGITM, je l'ai dit, Il y a quelques notions sur les mobilité. flux. Non, mais peut-être pour prendre un pas de côté et prendre un peu de hauteur sur que le sujet résilience, il y a quand même un enjeu, c'est qu'on a aussi un enjeu de décarbonation qui est assez fort. Aujourd'hui, les modes les plus décarbonés, ça restera le rail et le fluvial pour les modes massifiés. Et finalement, c'est aussi, et le maritime également, c'est les modes qui sont finalement peut-être les moins résilients par rapport au routier. Le routier est le mode le plus résilient et donc on a un double enjeu qui est il faut qu'on décarbone, donc il faut qu'on passe sur le ferroviaire, il faut qu'on passe sur le fluvial, pour le maritime quand c'est possible. Mais quand on regarde finalement, là où le maillage est le plus important, c'est le routier. Une route qui est fermée, il y a toujours une autre route à côté. Une voie ferrée qui est fermée, il n'y a pas toujours un contournement possible. Le fluvial, quand on est une période de sécheresse, le canal d'à côté, il est aussi sec. Donc on a un vrai enjeu de vision un peu globale et de comment on arrive à résoudre l'équation un peu globale avec cet enjeu quand même de décarbonation qui est et doit être notre enjeu numéro un à tous. D'où l'électrification des flottes de poids lourds en cours aussi. C'est une autre possibilité. Aurélien, vous vouliez... Oui, et sur les modes de transport, parce qu'on vient de finir une recherche sur ce sujet, il y a aussi le vélo cargo et la cyclo-logistique qui se développe quand même aussi beaucoup dans les villes et qui a beaucoup d'avantages, des avantages bien sûr en termes de carbone, des avantages aussi sociaux, puisque ce sont des opérateurs avec en majorité des salariés. Et dans le contexte actuel de hausse du prix du pétrole, ça renforce encore une fois aussi ce type de flux et ce type de recours à ces opérateurs qui sont aussi, bien sûr, pas la solution, ça ne va pas remplacer les camions, mais une partie de la solution pour prendre en charge un certain nombre de flux dans des villes très denses. Parce que petite précision, il y a quelques semaines, vous avez rendu un rapport avec le Cretlog et les boîtes à vélo concernant la cyclo-logistique qui s'adresse en fait aux opérateurs de cyclo-logistique pour justement les guider dans leur modèle économique. Et donc là, on parle de la résilience de ces opérateurs-là, enfin de leur modèle à eux. Il s'organise comment d'ailleurs ce guide ? Alors, c'est une recherche qu'on a faite effectivement avec la fabrique de la logistique et les boîtes à vélo. On a interrogé une trentaine d'opérateurs qui font de la cyclo-logistique. Et l'idée, c'était d'identifier un peu les différents business models qu'ils essaient de mettre en œuvre pour justement développer des solutions décarbonées, mais qui soient aussi rentables pour eux. Et donc, on identifie différents business models pour ces opérateurs. Et on a aussi élaboré à partir de tout ça un guide de bonnes pratiques pour auto-évaluer la manière dont on prend en charge ces activités et puis les aider justement à structurer ces activités et à faire qu'elles soient soutenables. Parce que bien sûr, tout le monde a un rôle dans cette soutenabilité. Les opérateurs en mettant en place un bon management, une bonne stratégie. Les clients, chargeurs, prestataires qui peuvent aussi faire appel à eux. Les collectivités locales qui doivent mettre en place un cadre pour les favoriser. Voilà, donc c'est un guide qui est en accès libre et que tout le monde peut aller consulter. Et vous avez... Ah ben non, puisque ce n'est pas encore publié, l'étude de la DGITM, le guide dont vous parliez tout à l'heure, parce que vous auriez pu confronter effectivement ces choix de résilience. Alors effectivement, le guide est plutôt sur ce qu'on appelle la grande logistique et pas la logistique urbaine en opposition, donc on ne se focalise pas là-dessus. Par contre, la DGITM soutient depuis très longtemps l'essor de la cyclo-logistique et pousse vraiment ce mode pour les milieux urbains. Je rebondis sur ce que vous disiez sur l'électrification des camions. Alors, on cherche à la décarbonation, mais on sait que dans le monde futur, on aura aussi une quantité d'énergie finie. On va passer d'un monde à l'énergie infinie aujourd'hui à un monde à énergie finie. Et là, quand on regarde les calculs, un camion, ça consomme plus qu'un train, ça consomme plus qu'une barge et ça consomme plus qu'un vélo cargo. Donc l'enjeu, c'est vraiment de pouvoir pousser chaque mode dans son domaine de pertinence et de le pousser au maximum et de ne pas sortir le joker qui est le camion qui sait tout faire. Il est bon partout, mais il n'est pas excellent partout. Et donc l'enjeu, c'est vraiment de réussir à pousser chaque mode dans sa zone de pertinence pour pouvoir limiter notre consommation électrique à terme. Et la cyclo-logistique a un vrai potentiel en zone urbaine pour le transport de marchandises, mais pas que. Il y a aussi des professions qui peuvent y avoir recours. On pense aux artisans, dans le milieu médical également. Enfin, il y a plein de secteurs et en tout cas, on travaille à
faire connaître la solution, à faire tester les gens ce mode-là. Donc je pense qu'il faut aujourd'hui, je pense que dans le secteur de la logistique, c'est très connu. Le travail a été très bien fait, notamment par les boîtes à vélo. Et donc aujourd'hui, il y a aussi un enjeu à aller toucher plus largement que juste le secteur de la logistique. Mais vraiment, l'enjeu, c'est comment on est finalement plus souverain et moins dépendant des cours de l'énergie, et donc comment on consomme le moins possible, enfin comment possiblement on consomme le moins et on utilise de manière le plus efficace possible. Donc là, en tout cas, dans ce que vous dites, ce que j'entends, c'est que la meilleure des résiliences, c'est la mixité des solutions. Oui, c'est ça. C'est évident, enfin, Ouais. c'est ce qu'on dit. Oui, juste peut-être pour ajouter, quand on a un environnement très complexe, il faut que forcément la supply chain devienne plus complexe, avec plus de diversité, plus de variété, parce que sinon, on n'absorbe pas les chocs. Avec des modèles très simples, ça ne marche pas. On a beaucoup parlé des crises, des chocs externes, mais il y en a un qu'on peut un petit peu plus suivre. La stabilité ou l'instabilité réglementaire, est-ce qu'aujourd'hui a plus finalement d'impact sur les choix de modèles de résilience qu'auparavant? En tout cas, comment ça se prend en compte? Je pense à ces dernières années. Oui, alors, l'instabilité réglementaire, quand elle est, plutôt la réglementation, quand elle est anticipée et communiquée, comme on l'a vu sur l'électrique, pour les moteurs électriques en Europe, ça s'organise et les professionnels et les industriels peuvent se concerter et travailler ensemble pour pouvoir préparer ça. Ce qui est problématique, c'est lorsque cette réglementation évolue trop vite ou de manière non concertée, et c'est là qu'on parle d'instabilité, et il faut s'adapter, et c'est beaucoup plus compliqué. Voilà. Donc, ce qui me paraît important, c'est surtout la coordination, la planification et choses comme ça. Et c'est vrai que on peut comparer les superpuissances, mais en Chine, ils ont des plans, ils s'organisent, et c'est assez militaire et très organisé, bien évidemment. Mais en Europe, on peine beaucoup plus à faire des choses comme ça. Donc voilà, heureusement qu'il y a un peu de choses qui ont été faites, notamment sur la partie électrique et d'autres. Je pense que mes collègues sauront mieux en parler encore que moi. Mais c'est très très important pour les entreprises d'avoir de la visibilité, d'avoir de la clarification, etc. Donc on a vu les droits de douane américains, ça nous a énormément perturbés. Voilà, donc ça c'est un point important de stabilité. Tous les deux, dans vos guides, c'est intégré ça, les chocs réglementaires, l'instabilité politique Je ne sais pas si c'est intégré, mais en tout cas, effectivement, les évolutions de la réglementation jouent un rôle sur le développement des modes. Et pour ce qui est du vélo cargo, voilà, forcément, les ZFE sont un sujet qui a été effectivement abordé. Et quand on a interrogé un certain nombre, notamment de prestataires logistiques, qui se sont dit, on va aller vers l'intégration de vélos pour livrer certaines villes, et qu'ils avaient fait ça, notamment dans ce contexte-là, et qu'on voit que les ZFE ne sont pas mis en place, forcément, voilà, ils l'ont un petit peu mauvaise, et on peut les comprendre. Antoine? Je suis obligé de dire que l'État est exemplaire dans tout ce qu'il fait, comme ça c'est fait. Je crois qu'il y a eu un vrai changement de paradigme. Donc depuis 2021, il y a une stratégie nationale logistique qui existe. Il y a des comités interministériels qui se tiennent tous les ans. Oui. Il y en a un qui s'est tenu il y a 2 jours pour l'ouverture du SITL. La loi cadre des transports, donc du financement des transports, donne une trajectoire pour l'électrification. Elle offre une vision pluriannuelle. Justement, c'est ce qu'on reproche régulièrement, c'est de dire que chaque année, les cartes sont remises. Là, on offre une vision sur plusieurs années. Alors, tout le monde n'est pas forcément d'accord sur la vision qui est donnée. C'est discuté, c'est travaillé, c'est ajusté. Mais je crois bien qu'aujourd'hui, on essaye, en tout cas, on travaille à donner une visibilité sur les questions de logistique urbaine. Je crois qu'on a réussi à vraiment donner une impulsion claire, une direction claire, que ce soit le programme Interlude, Collectif, Cyclocargologie ou Marguerite. 4 programmes qui vont dans une direction qui est similaire, qui pousse vers le même objectif. Et ça, pour le coup, je pense que c'est une vraie évolution. Et justement, dans un monde où on dit qu'il y a des crises qui vont arriver, on sait qu'elles vont arriver. Quelle sera la prochaine? Je ne sais pas. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il y en aura une nouvelle d'ici à la fin de l'année, malheureusement. Mais il y en aura une. Là où on a la main, qui est le réglementaire, à nous de donner un cadre, une visibilité pour que les acteurs, ce ne soit pas une variable qui change du jour au lendemain. C'est pas le but. En tout cas, on travaille à avoir cette vision, et je crois bien que la loi cadre qui est aujourd'hui, qui va être débattue au Sénat, justement, a cet objectif de donner une vision. Donc là, sur l'électrification, on va jusqu'à 2035. Je crois bien que c'est la première fois qu'on aura une vision à 10 ans sur quelle énergie sera poussée. Et juste pour compléter, parce que pendant la crise Covid qu'on a tous subi, moi j'ai vu l'État et les instances de l'État
bouger le cadre réglementaire à une vitesse extrêmement rapide. Et je défie quiconque dans les entreprises autour de cette salle et que j'ai comme client d'aller aussi vite. En quelques jours, l'État a pris le décret de réquisition des masques, a quelques jours plus tard autorisé l'importation de masques de KN95, qui est une norme chinoise qui Il y a avait une petite jamais été... problématique de stock, effectivement, quand même, entre les deux. Non, mais c'est le sujet encore une fois, le stock est disponible et ensuite il faut qu'on prévoie un levier d'agilité. Lorsque les stocks et la capacité de production de masques CE européens étaient insuffisants pour cette crise que personne n'avait imaginée, il a bien fallu se tourner vers d'autres moyens et abaisser notre niveau d'exigence sur la norme CE, qui est la norme des masques FFP2, pour pouvoir les citer, et autoriser les KN95, qu'on avait repoussés et non autorisés pendant des années, à entrer sur le territoire européen pour protéger nos soignants. Voilà, donc ça, en quelques jours, l'État français et ses représentants ont pris ce genre de décision. Ont pris la décision d'aller acheter des masques en Chine sans avoir des échantillons préalables livrés en France, testés, etc. Il y a eu des tests faits directement sur place. Et ont pris la décision de créer des ponts aériens pour que les fabricants de masques chinois ne soient pas obligés de gérer du transport, qui à l'époque, le transport aérien était complètement problématique compte tenu de la situation. Donc c'est l'État français qui a organisé ce flux de transport aérien. Donc voilà, ça c'est très intéressant de se dire que la régulation elle permet d'anticiper des choses. Et puis, lorsque on est face à une crise, on a aussi les moyens de changer des règles du jeu et de s'ajuster et de s'adapter. Et voilà. Donc, et bien évidemment, on préfère éviter les crises et anticiper au mieux. Et malgré tout, moi j'ai trouvé extraordinaire cette capacité de réaction dans des choix suite à ce démarrage de crise Covid qui était forcément un peu compliqué. Pardon, j'en parle un peu avec passion parce que j'étais moi-même impliqué avec quelques-uns dans la salle. Donc voilà. Là, on a parlé de l'impact environnemental des choix de modèles de résilience qu'on peut faire, et j'ai annoncé en plus de la philo. Donc la question, qu'est-ce qui serait environnementalement le plus responsable, la suragilité ou la surcapacité? Ou est-ce qu'il n'y a pas de réponse? Thèse, antithèse, synthèse je peux me lancer. C'est un mix entre tout. Quand on va parler de capacité, je vais vous parler du ZAN que tout le monde connaît ici, donc de ne pas plus artificialiser. Donc, on ne va pas construire des entrepôts partout. On a parlé d'électricité, du fait qu'on aura une quantité finie d'énergie à terme. Donc, c'est plutôt un mix et c'est plutôt avoir une vision, comme a été dit, c'est la supply chain va devenir plus complexe. Accepter qu'elle va venir être plus complexe, c'est-à-dire aussi mettre plus d'argent sur ce volet-là, mais pour un bien, c'est-à-dire pour que le supply chain continue à marcher, mais c'est bien avoir l'ensemble de l'équation. Et in fine, c'est ce que je dis assez régulièrement, le transporteur, son rôle, c'est d'optimiser. Quand il optimise, il fait moins de kilomètres. Quand il fait moins de kilomètres, il émet moins. Donc il faut aussi faire confiance aux acteurs du secteur, oui, tout à fait. Aurélien? Oui, enfin, moi je pense que c'est très difficile de répondre comme ça à une telle question parce que quand on fait des bilans carbone, on voit bien toute la complexité qu'on a à les faire avec des sources d'informations qui ne sont pas toujours fiables, avec des hypothèses, et puis avec à chaque fois des modalités logistiques qui peuvent fluctuer à chaque fois. Donc j'aurais tendance à dire il faut faire des bilans carbone et puis il faut en fonction de ces bilans carbone prendre des décisions concrètes qui permettent de les diminuer. Et voilà, c'est ça qu'il faut faire. Et avec une prise en compte de l'analyse du cycle de vie complète, puisqu'on ne peut pas s'arrêter au seul segment et à son impact. Oui, une analyse globale du bilan carbone et bien sûr aussi une prise en compte des autres impacts environnementaux. Il y a la pollution, la biodiversité, enfin il y a d'autres choses. Donc c'est tout ça qu'il faut prendre en compte, mais il n'y a pas une réponse unique, hein, comme quand on fait... la discussion sur le e-commerce, est-ce que c'est mal ou bien en termes d'empreinte carbone, il faut regarder à chaque fois la solution qui est mise en place pour le savoir. Jean-Pascal, vous vouliez ajouter quelque chose? Non, moi je voudrais ajouter juste un dernier point, c'est qu'on parle beaucoup d'industrie en France et de relocalisation, etc. On constate tous les jours que la relocalisation, elle n'est pas assez importante. Elle est souhaitée par plein de gens et en fait mise en œuvre difficilement pour plein de raisons.
Et un des vrais sujets de gain qui est difficile à quantifier et malheureusement qui ne fait pas vivre les entreprises au quotidien, c'est l'avantage sur le terme de la résilience. Donc produire en local, produire en France, c'est de toute façon bien plus résilient que d'aller produire en Chine et de faire venir. Et créer des dépendances. Enfin, pardon pour le pays, parce qu'il n'y a pas que ça. Et créer des dépendances. Donc, et ça, malheureusement, ce n'est pas valorisé et très difficile à valoriser pour les entreprises qui le font. Parce que ce sera utile lorsqu'il y aura la crise et que pendant toutes ces années entre-temps, eh bien, elles dépensent potentiellement plus d'argent pour acheter en France ou produire en France par rapport auprès d'un autre pays étranger. Mais malgré tout, il faut qu'on en ait à la fois conscience et qu'on l'organise dans la façon d'évaluer nos coûts dans les entreprises. Parce que sinon, en gros, on va forcément avoir toujours un pays qui sera moins cher en termes de production que le nôtre, gérer des flux de transport et passer par des lieux où que ce soit un canal, un port ou autre critique, et donc de plus en plus critique, et augmenter notre fragilité ou nos risques d'approvisionnement. Donc voilà, ça c'était pour un peu la note le souhait d'embellie sur l'industrie française que j'avais à vous passer. Oui, qu'on attend. Je me tourne vers le public pour savoir s'il y a des questions. Je vous laisse réfléchir, j'en profite pour en poser une. Ah ben non. Le micro arrive. Bonjour, déjà je voulais vous remercier parce que c'était assez clair. Je me permettais de juste poser une question parce qu'on a beaucoup parlé du coup de l'aval, mais je rebondis aussi sur la question de l'environnement parce qu'on a, alors on est sur un modèle encore très immature et difficile à implémenter dans les entreprises, mais notamment en amont au niveau de l'éco-conception, du recyclage, du refurbishment. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, dans mon entreprise et dans de nombreuses autres entreprises, on a une pénurie des composants critiques. Est-ce que selon vous, par exemple, l'éco-conception pourrait être une solution pour éviter certaines crises géopolitiques, que ce soit au niveau de l'approvisionnement de composants critiques, que ce soit au niveau des réglementations de douane? Qu'est-ce que vous en pensez un petit peu au niveau plutôt amont, vraiment au début de la création de valeur? Voilà, c'est ma question. Jean-Pascal se lance. Oui, si vous voulez. En fait, chez Citwell, on accompagne aussi ces sujets-là. Donc, on a des clients qui nous posent exactement les questions que vous évoquez. C'est-à-dire que on a certains produits qui sont bien connus du grand public, et je ne vais pas donner de marque, mais en gros, dont les matières premières et les composants peuvent être approvisionnés à l'étranger, voire fabriqués à l'étranger. Et voilà. Donc, on a tout ce sujet de où est produit et où sont sourcées les matières premières. Et bien évidemment que l'éco-conception, en tout cas la conception dès le départ de produits plus éco-responsables et en intégrant la résilience, ou en tout cas la capacité à mieux survivre dans les années à venir en relocalisant des productions, elle doit être beaucoup plus forte en ce moment. Les consommateurs y sont attentifs. Voilà. Donc ça, c'est un vrai point. Je trouve que malheureusement, ces 2 dernières années, le sujet économique est devenu beaucoup plus puissant que le sujet éco-responsable, voilà, pour le dire. Alors qu'en fait, on sait que dans les années ou dizaines d'années à venir, les 2 sujets seront liés. Mais malheureusement, la fin du mois prime sur la fin du siècle, quoi. Voilà. D'autres éléments de réponse? Ouais, alors, à plusieurs niveaux. Déjà, le transport répond à un besoin. Et du coup, quand on parle d'éco-conception et de transport, pour moi, ce n'est pas exactement le même sujet. Mais c'est important de le prendre en compte parce qu'aujourd'hui, si on est capable de produire en Chine et de le vendre en France à bas coût, je ne cite pas de pays. Si on produit dans l'Est et qu'on l'achemine en France pour le vendre, c'est parce que c'est moins cher de produire dans l'Est, mais aussi c'est très peu cher de le transporter. Si le transport était plus cher, l'équation économique n'est plus aussi évidente que ça. Il faudrait augmenter les tarifs douaniers pour que l'éco-conception devienne plus rentable. Et après, il y a un moment où, comme ça a été dit dans d'autres tables rondes, les acteurs trouvent toujours un moyen d'esquiver les règles, on pourrait mettre une nouvelle norme, il y aurait un nouvel, etc., etc. Donc déjà, avec les crises qui seront de plus en plus récurrentes, et enfin, c'est pas moi qui en fait
qui fait la prédiction, c'est ce qui est dit par tout le monde. Le coût du transport va augmenter, ce qui va forcément modifier un tout petit peu ces enjeux-là. Deuxième réponse aussi, c'est qu'il faut aussi travailler, je crois, plus à l'échelle d'un pays, mais au moins à l'échelle de l'Europe. Parce qu'on voit aujourd'hui que quand un pays, la France, prend des règles, par exemple sur les petits colis, ça bascule directement à Charleroi en Belgique. Et donc, en fait, ça n'a eu aucun impact positif, voire plutôt négatif, parce que finalement, on arrivait en massifié, alors en avion, mais massifié jusqu'à Charles de Gaulle. Maintenant, on dispatche avec des petits camions. Et enfin, le dernier niveau de réponse, c'est que, alors j'aime bien la phrase de la fin du mois prend le dessus sur la fin du siècle. Il y a un moment, si on a une vision un peu globale, en fait, si on ne produit plus en France, on le paye aussi. Enfin, ça veut dire des salaires en moins, ça veut dire des employés en moins, ça veut dire des gens qui sont possiblement au chômage. Et donc, indirectement, nous, citoyens français, on va le payer d'une manière ou d'une autre, le fait de ne plus le faire. Donc, effectivement, il faut réussir à avoir ce changement de mentalité, comment on arrive à faire. Alors, c'est la fameuse phrase du consommateur, donc c'est un peu simple de le dire, plus compliqué à faire. Mais aujourd'hui, il y a un vrai enjeu à ça, parce qu'effectivement, comme vous dites, on le paye et on va le payer de plus en plus cher. Et c'est la même personne qui le paye 2 fois finalement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On arrive au bout de la conférence. Moi, j'ai une dernière question pour vous. Savoir quelle solution en cas de réalisation d'un risque? Parce que donc on l'a anticipé, on a établi son modèle, réalisation du risque. A priori, on a mesuré l'impact, on a mesuré le coût. Mais peut-être qu'on était un petit peu à côté. Du coup, est-ce qu'il y a une solution? Ou est-ce qu'on ferme l'entreprise? Enfin, là, les solutions aussi, elles sont assez connues. C'est-à-dire qu'il faut avoir effectivement anticipé les problèmes et les avoir bien préparés en amont. Et c'est l'excellente préparation en amont par rapport à des risques de systèmes qu'on a pensés, qu'on a éprouvés, auxquels on a formé les collaborateurs, qui permet d'avoir des réponses qui vont être, en cas de crise, les bonnes. Et là, je dirais, les entreprises peuvent aussi s'inspirer, les entreprises et l'État peuvent aussi s'inspirer d'organisations qui sont quand même très très fortes de ce point de vue-là. Je pense à l'humanitaire, où quand vous êtes Médecins sans frontières, vous devez en quelques heures réagir pour pouvoir acheminer des marchandises parce qu'il y a eu un sinistre dans tel pays. Voilà, donc c'est la préparation. La préparation est le moment clé de la réponse. Très bien. Oui, ça nécessite, c'est un très bon exemple parce que les ONG dont tu parles, et même titre que les militaires, ils ont une caractéristique qui est très très importante, c'est qu'ils s'entraînent à la crise. Ils s'entraînent aux situations compliquées, ils s'entraînent. Et les militaires, ils passent leur temps à faire ça. Dans les entreprises, dans nos entreprises, on passe notre temps à gérer le quotidien, à préparer, à planifier, mais on ne s'entraîne pas. En tout cas, moi, ce que je vois, c'est que nos entreprises ne s'entraînent pas assez à gérer des crises. Alors, il y a j'ai des clients qui se mettent en situation, etc. Mais ça reste assez sporadique. Donc, attention lorsqu'il y a une crise majeure qui survient, et on a encore tous en tête la crise du Covid. Je pense qu'on a tous été bousculés par à quel point il fallait se réorganiser, changer nos habitudes, etc. Donc, et on peut imaginer je trouve que c'est très intéressant de se mettre dans un scénario. Voilà, cette crise arrive, qu'est-ce que ça a comme impact et comment on s'organise au sein de l'entreprise, qui fait quoi, est-ce que c'est déjà prévu, etc., etc. Voilà. Donc tout ça, ça fait partie, je trouve, des bonnes pratiques qu'on devrait tous diffuser et pratiquer dans nos entreprises. Bon, c'est bien noté. C'est bien noté. Merci beaucoup à vous. Et puis merci à vous également. Merci Héloïse. Bonne journée et bonne fin de salon. Listen.